Rappelez-vous, en tant que praticien et thérapeute de couple, souvent vous allez recevoir des couples qui sont là à la recherche de réponses à des questions et surtout à des solutions immédiates à leurs problématiques. Nous devons tenir compte d'un impératif qui est que nous sommes praticiens et thérapeutes de couple et non praticiens et thérapeutes du symptôme. Par exemple, lors de la première séance, il est important que nous sachions de qui émane la demande, en posant simplement la question à la première séance, qui a pris le rendez-vous? Est-ce que c'était à votre demande? Est-ce que le conjoint était au courant? Est-ce qu'il était d'accord? Ou est-ce que la demande est venue à la suite d'une discussion? Bref, ces informations-là vont vous permettre de déterminer l'origine de la demande. Aussi, en tant que praticien, nous devons savoir faire la différence entre symptômes et problématiques. Le symptôme va souvent prendre la forme d'une infidélité, ou parfois d'un éloignement, ou parfois d'une crise latente, d'un stress, de conflits répétés entre les partenaires. Parfois, il s'agit de désaccords sur l'éducation des enfants. Rappelez-vous, tout cela sont des symptômes qui sont la conséquence d'une problématique sous-jacente et non résolue dans le couple. Si le symptôme conduit le couple à une thérapie, il permet à ce couple même de gérer une phase de transition et de clarifier la relation. Pour exemple, nous prenons l'histoire du couple pseudo-parfait. Ce couple qui s'est rencontré jeune, qui s'est marié rapidement, qui a fondé un foyer, qui a eu rapidement des enfants. Et pendant des années, il était le couple exemplaire, le modèle de la famille et des amis. Et au final, toutes les problématiques et tous les symptômes étaient mis sous le tapis. Jusqu'à ce que, par exemple, le partenaire finit par tromper sa partenaire. Et là, nous découvrons une histoire complètement différente de ce qui nous est donné à voir. Dans ce cas-là, le partenaire qui a trompé va expliquer qu'il est très heureux avec sa partenaire, cependant qu'il a trouvé une forme d'excitation sexuelle et de plaisir chez une autre partenaire qui ne le retrouve pas dans son couple. En retour, la partenaire trompée va avoir une réaction très violente qui va être celui de demander le divorce et vouloir une séparation immédiate. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'introjection. Elle-même vient avec l'idée que le couple est sacré, que la relation du couple est sacrée, que les liens du mariage sont sacrés. Aussi, elle ne fera aucun compromis et ne voudra ni comprendre, ni avoir d'explication sur le pourquoi et le comment. Pour permettre à ce que le couple puisse retrouver un certain calme et aplanir les émotions fortes et réduire la colère et le sentiment de trahison et de frustration, le thérapeute va proposer à ce couple-là une séance tous les 15 jours. Cependant, il va convenir avec eux d'un contrat moral, c'est-à-dire que monsieur va s'engager à suspendre cette relation extra-conjugale pendant que madame va s'engager à ne plus fouiller dans ses affaires, ni dans son téléphone, ni essayer de trouver des preuves de relations extra-conjugales. Pendant les premières séances, le praticien thérapeute va faire un travail d'introspection avec les deux partenaires pour essayer d'identifier leurs liens avec leur cellule familiale immédiate ou élargie. C'est-à-dire qu'il va essayer d'identifier leur loyauté vis-à-vis du couple parental. C'est-à-dire que l'un des partenaires essaye peut-être de recréer un modèle de parents, de couple de parents, qu'il essaie de retranscrire dans sa vie de couple actuelle. Dans ce cas de figure, le praticien va faire en sorte qu'à chaque séance de travail, les partenaires vont faire une introspection par rapport à l'histoire familiale, qu'elle soit directe ou élargie, pour pouvoir identifier les liens familiaux qui ont une influence sur l'histoire du couple. Par exemple, est-ce que monsieur ou madame a un lien de loyauté vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des valeurs familiales, ou est-ce que monsieur ou madame cherche à reproduire le modèle de ses parents parce qu'il le valide ou parce qu'il ne connaît pas un autre modèle, ou bien au contraire, est-ce qu'il recherche le contraire du modèle de ses parents? Dans le cas de notre exemple, le symptôme correspond à une forme d'appel au secours, à un changement dans le couple, dans le fonctionnement du couple.
c'est-à-dire que le besoin sexuel exprimé par le partenaire en question est une forme d'appel au secours pour demander à ce qu'il y ait un changement dans la relation du couple, puisque au final, sa rétroaction vient du fait qu'il y a un reproche par rapport à sa partenaire, par rapport à sa personnalité, à une forme de psychorigidité de sa part, et qu'il ne peut plus tolérer cette situation-là. Rappelez-vous que le couple a tendance à vouloir un changement sans rien modifier. Si l'événement à l'origine de la demande de consultation paraît clair et les problématiques sont dès le début posées lors de la thérapie, il faut faire attention que souvent les couples ne vont pas partager avec nous, praticiens, la réelle problématique qui est derrière la consultation. Souvent, il faut quelques entretiens, des échanges pour permettre d'identifier et de faire ressortir la réelle problématique qui est derrière la crise que traverse ce couple. Pour exemple, un couple qui va se présenter à nous en expliquant que depuis quelque temps, un rien fait qu'il s'accroche. N'importe quel léger problème ou léger souci dans le quotidien va créer une tension et va finir en dispute. À première vue, il s'agit d'une mauvaise communication dans le couple et d'une certaine tension et d'une anxiété chez les partenaires. Cependant, lors des séances qui ont suivi le premier entretien, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un couple qui s'était constitué pour former une famille et surtout un foyer. Les tensions sont apparues après que leur troisième enfant ait quitté le nid familial pour rejoindre les bancs de l'université. C'est à ce moment-là que les partenaires se sont réellement rencontrés et ont appris à vivre ensemble et uniquement ensemble. De là, ce couple va devoir revoir sa relation et surtout reconstituer une nouvelle homéostasie, c'est-à-dire un nouveau système du couple. Pour comprendre comment un couple est venu à s'éloigner, il faut comprendre comment les partenaires sont venus à se rapprocher au début de leur relation. Souvent, ce qui éloigne explique ce qui les a rapprochés au tout début. Le mythe fondateur. Il faut savoir que certains couples ont constitué leur histoire à partir du mythe fondateur. Exemple, un couple ou deux partenaires qui, avant de se mettre ensemble, se sont rencontrés 2 ou 3 fois dans le même café, au même moment, à la même heure, vont créer ce mythe fondateur, c'est-à-dire que le destin a tout fait pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se mettent ensemble. Or, ce mythe fondateur, à la base, n'est pas problématique, mais cependant, avec le temps et la durée, va peut-être perdre de son pouvoir. Aussi, le couple devra reconstituer un nouveau système, une nouvelle homéostasie, basée sur d'autres valeurs, d'autres croyances que le mythe fondateur. Il faut rappeler que certains couples n'ont pas de mythe fondateur, et le mythe fondateur n'est pas obligatoire pour permettre nécessairement l'émergence d'une relation de couple à long terme. Pour ce qui est du thérapeute, l'intérêt de comprendre l'histoire du mythe fondateur est de comprendre comment le couple fonctionne, comment il réfléchit et, pour parler plus simplement, pourquoi ils sont ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble? Comment ils sont ensemble? Souvent, en première séance de thérapie de couple, ma première question est « Qu'est-ce que votre couple ?» Il est vrai que cette question a tendance à étonner, parfois même à perturber les partenaires qui répondent naïvement. Mais derrière ma question, c'est de comprendre sur le sens du couple, à savoir, ce couple a été basé sur quelles idées et quelles notions, quelles valeurs. L'objectif est de connaître l'intention du couple, c'est-à-dire, est-ce que ce couple a été constitué pour être ensemble, pour se soutenir, pour être des parents, c'est-à-dire avoir des enfants, soutenir des enfants, peut-être construire quelque chose, un bien, augmenter un patrimoine, développer un patrimoine, peut-être même aller à l'encontre d'un système. La majorité des couples vont avoir une réponse du type « parce qu'on s'aime ». Il est vrai que l'amour est un moteur très important dans le couple. Néanmoins, il ne permet pas et n'est pas assez suffisant pour constituer le couple et développer surtout sa trajectoire dans le futur. Poser ce type de questions permet au couple de s'interroger sur ce qu'ils font ensemble. Il est vrai que dans certaines situations, cela amène le couple à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble et parfois peut même amener à décider d'une séparation.
car lors de notre entretien, cela va réveiller une réaction et surtout une compréhension, à savoir que les disputes de ce couple ne sont là que simplement pour justifier l'existence même de ce couple, car malheureusement, il ne reste rien pour constituer ce couple, hormis cette relation qui est malheureusement toxique, basée seulement sur les critiques et les reproches. La sexualité dans le couple, même si elle est essentielle, elle ne présuppose pas toujours la problématique du couple. Nous avons la sexualité et le rapport à l'argent. Ce sont des thématiques que nous devons aborder avec le couple, surtout si le couple lui-même ne l'aborde pas pendant les séances de thérapie. En tant que praticien, notre objectif n'est pas de donner des conseils ou d'orienter sur les bonnes ou les mauvaises pratiques sexuelles du couple. Cependant, nous encourageons le couple à en parler pour déterminer dans leur relation qui décide quoi, où, comment et pourquoi. Cela nous donne une vision globale du couple. Parler de sexualité du couple n'est pas la problématique en elle-même, car souvent la sexualité est avant tout une expression de la relation. Cependant, elle va permettre de faciliter plus le dialogue, puisque parmi les thèmes les plus tabous, la sexualité demeure le numéro 1. Et ensuite, cela permettra peut-être au couple de penser à avoir plus de fantaisie dans leur relation de couple, parfois même à développer de nouvelles pratiques qui représentent peut-être un désir caché et, bien entendu, à satisfaire les partenaires et à être plus épanoui. Je répète et j'insiste, en tant que praticien en thérapie de couple et conseil conjugal, notre rôle n'est pas d'instruire ou d'interdire toute pratique de relations sexuelles dans le couple. Nous pouvons orienter, en discuter, mais nous ne sommes pas dans la sexualité.